Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du lundi 2 septembre. C'est la rentrée des classes. J'ai entendu, il y a les petits gamins qui passent, et il y a une école qui est au-dessus. Du coup, on entend les gamins passer là le matin. On sent que c'est la rentrée, ça faisait longtemps qu'on les avait pas entendus. Ils font un de ces bazars quand ils passent, ils font, ouais, c'est la fête, oh là là là. Ils sont pleins, ils montent dans les escaliers juste derrière. Heureusement, ils passent juste avant le live. Du coup, ça va, ça fait pas trop de bruit. Mais, mais ouais, ils sont pas discrets du tout. Je pense aux pauvres gens qui ont bossé et tout et qui veulent dormir un peu, ceux qui bossent de nuit et tout. Tous les matins, ils entendent les gamins qui font un bazar pas possible. Mais bon, c'est comme ça, c'est normal, on a tous été jeunes, hein. Salut Tomoyo, salut Eponine. Comment est-ce que ça va de votre côté? J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Salut Cornemuse 78, salut. Merci pour ton premier message dans le chat d'ailleurs. Du coup aujourd'hui, eh bien, comme d'habitude, hein, le lundi, je vous propose de continuer un petit peu les amis de bien de Sudana qui sont issus de ce magnifique livre qui s'appelle le Sutra de l'entrée dans la dimension absolue, qui est donc un des sutras Mahayana qui est très connu et qui, je l'explique souvent, mais je le rappelle ici, hein, existe sous deux versions différentes, enfin deux versions, il a circulé de deux façons différentes, sous forme d'un sutra séparé comme ici, hein, donc un texte sacré séparé qui se tient en lui-même avec un début et une fin, mais aussi comme dernier chapitre d'un sutra encore beaucoup plus long que ça, qui s'appelle le sutra de l'ornementation fleurie, le Kegonkyo en japonais ou l'Avatamsaka, et donc dans ce cas-là, c'est juste le dernier chapitre d'un texte qui fait à peu près 3 fois la taille de celui-là. Donc vous imaginez la taille du sutra, parce que celui-là est déjà quand même bien épais. Et donc, hein, on suit les aventures depuis pas mal de sessions, hein. Je ne les ai pas comptées, mais ça fait un bon paquet de sessions, hein, qu'on continue comme ça. Les différents amis de bien de Sudana. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas redit, mais on ne les fait pas dans l'ordre. Tout simplement parce que voilà, je les ai choisis un petit peu en fonction de mes centres d'intérêt. Et même si effectivement les commentateurs ont expliqué une certaine logique par rapport à l'ordre des différents amis de bien, par rapport à ce qu'on fait nous, c'est pas forcément problématique de les faire dans le désordre. Donc voilà, je pense pas que ce soit très grave. Et donc aujourd'hui, celui dont je voulais vous parler, alors c'est pas très évident sur le partage d'écran que je vous fais là, parce que là on voit juste, on voit sur cette image, hein, on voit déjà de base que c'est un laïc, on voit qu'il n'est pas habillé en moine, on voit qu'il a des gens autour de lui, on voit qu'il a des personnes qui tiennent un parasol, donc c'est probablement quelqu'un d'assez assez riche. Mais en fait, sa profession n'est pas clairement indiquée sur cette image. En fait, l'ami de bien que je veux voir avec vous aujourd'hui s'appelle le parfumeur Lotus Bleu. Donc c'est un parfumeur, hein, il est spécialisé dans les encens, mais on va le voir aussi dans les médicaments d'une certaine sorte, les onguents, les pommades peut-être. Mais voilà, de base c'est un parfumeur. C'est d'ailleurs le deuxième parfumeur qu'il y a parmi les amis de bien de Sodala. Il y en a deux. On en avait déjà vu un il y a pas mal de sessions, donc lui c'est un deuxième. Et lui il est vraiment beaucoup plus spécialisé, il va vraiment nous parler des différents types d'encens. Et donc ça va être l'occasion justement de parler un petit peu d'encens, l'importance de l'encens dans le bouddhisme, d'avoir un peu aussi vos avis. Je pourrais vous recommander aussi les encens que moi j'utilise actuellement. Donc on va pouvoir voir un petit peu tout ça. Mais c'est vrai que du coup j'étais surpris parce que sur l'image, effectivement, hein, on voit pas, c'est pas forcément très clair le fait qu'il travaille avec des parfums. Ils auraient pu lui mettre un petit peu d'encens autour de lui ou quelque chose pour qu'on comprenne un peu mieux. Mais voilà, il est vraiment juste représenté comme une personne simplement assez riche. Voilà. Alors ça va pas être un ami de bien qui est très long. J'ai prévu que lui aujourd'hui, donc ça, il est possible que la session aujourd'hui soit assez courte. Ça compensera la session assez longue que j'avais fait mercredi dernier notamment. Euh, et puis même aussi lundi, j'avais fait pas mal de sessions assez longues. Là voilà, on va juste faire le parfumeur aujourd'hui. Et comme d'habitude, bien sûr, si vous avez des remarques et des questions, n'hésitez pas. Hop, je vais vous partager ça. Tac. Donc, le parfumeur Lotus Bleu. Attends, je vais voir si je peux pas zoomer un tout petit peu, parce que ça m'a l'air d'être plus loin que d'habitude, non? C'est peut-être moi qui me fais des idées. Ouais, bon, un truc comme ça. Alors, le parfumeur Lotus Bleu. Obéissant aux instructions de ses amis de bien, le jeune Sudana ne se souciait plus même de sa vie, et les objets matériels ne lui inspiraient aucun attachement. D'ailleurs, on avait vu, hein, il a notamment rencontré l'ami de bien, le brahman vainqueur du show, hein, qui lui avait dit, bon, en gros, faut pas que tu t'attaches trop aussi à ta vie. C'était d'ailleurs un des points sur lesquels Sudana était assez bloquant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger sa vie. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en discuter un petit peu quand on va parler du Milinda Pana à nouveau vendredi.
Il y a un passage là-dessus, il y a une discussion entre Milinda et Nagasena sur le rapport qu'il faut avoir justement par rapport à ça, l'entretien du corps, et toujours sur cette idée de la voie du milieu entre l'ascétisme et l'hédonisme, comment est-ce qu'il faut traiter son corps. Donc là, on nous dit hein, justement que Sudana, il ne se soucie plus réellement de sa vie ni des objets matériels. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il les néglige, mais ça veut dire que du coup, il n'a plus d'attachement par rapport à ça. Fuyant la foule, il se défiait des plaisirs sensoriels. Indifférent aux siens, il ne craignait pas non plus les princes. Donc ça, pareil, hein, il est... Où est-ce que j'ai vu ça d'ailleurs? J'ai lu ça quelque part. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, oui, il y a cette idée qu'effectivement, hein, il est tellement détaché de tout ça qu'en fait, il n'a plus aucun besoin de s'inquiéter de ce qui se passe. Il n'a pas particulièrement à craindre les tyrans ou quoi que ce soit, vu que de toute façon, il n'est pas attaché non plus, comme il le dit, à sa propre vie. Il n'avait qu'un seul souhait, une seule aspiration, faire mûrir tous les êtres et les sauver en ornant et purifiant les royaumes de Bouddha, en faisant des offrandes à tous les Bouddhas, en réalisant l'essence véritable de toute chose, en cultivant le grand océan de qualité de tous les bodhisattvas, en pratiquant tous les mérites sans jamais faire demi-tour, en s'éternisant dans toutes les ères cosmiques, pour se livrer, entraîné par les grands vœux, aux pratiques des bodhisattvas, et ainsi en tout lieu s'introduire dans les aires d'éveil de tous les Bouddhas, en entrant dans un seul recueillement de concentration qui manifesterait les bénédictions et les prodiges de tous les recueillements, en voyant dans un seul port de Bouddha le caractère inlassable de l'esprit de tous les Bouddhas, et en acquérant la sagesse lumineuse de tous les enseignements pour détenir le trésor des enseignements de tous les Bouddhas. Donc là, ici, on a pas mal de points importants hein, de la carrière du Bodhisattva. Hein. Donc bien sûr, le fait de cultiver les offrandes au Bouddha, qui est un élément important dans la carrière des Bodhisattvas. Le fait de pratiquer sans jamais faire demi-tour, hein, le fait de faire attention au fait que tant qu'on n'a pas atteint un certain stade de Bodhisattva, eh bien, il est possible de régresser dans sa pratique de Bodhisattva. Donc là, ils insistent bien sur le fait qu'ils pratiquent toujours sans jamais faire demi-tour, donc sans jamais perdre ce qu'il avait réussi à accumuler, s'introduire dans toutes les aires d'éveil, et il le dit, hein, ce que j'aime bien ici, en voyant dans un seul port de Bouddha, hein, le port de la peau d'un Bouddha, le caractère inlassable de l'esprit de tous les Bouddhas. Donc cette idée qui est très présente dans les sutras de l'ornementation fleurie, hein, que du coup, dans un seul port de la peau, que ce soit d'un être humain ou d'un Bouddha, il peut y avoir une infinité d'êtres, une infinité de Bouddhas, une infinité de Bodhisattvas, de par le caractère imbloqué de la réalité. Donc, eh bien, il pratique tout ça, comme d'habitude. Hein. On assiste toujours sur ces étapes de transition entre deux amis de bien, où Sudana, du coup, met en pratique tout ce qu'il a pu apprendre jusque-là, pendant qu'il continue sa quête à la recherche d'un ami de bien. Il faut bien imaginer, à l'époque, hein, il voyage à pied, donc eh bien, il a pas mal de temps en général entre deux amis de bien. S'il doit marcher 100, 200 ou 300 km, il a le temps de mettre en pratique les enseignements, réfléchir, etc., méditer, en même temps qu'il marche pour aller trouver son prochain ami de bien. N'aspirant à rien d'autre qu'aux qualités de tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, il poursuivit son périple, qui cette fois l'amena au royaume appelé Immense, chez le marchand de parfums, Lotus Bleu. Salut Alice. Il prosterna sa tête sous les pieds du vénérable aîné, avant de le circumambuler d'innombrables fois, puis debout devant lui, les mains jointes, il lui dit, là il n'a pas oublié sa catchphrase, pas comme la semaine dernière, hein. Être sublime, j'ai engendré l'esprit d'un surpassable éveil authentique et parfait, pour trouver la sagesse d'égalité de tous les Bouddhas, pour accomplir les innombrables grands vœux de tous les Bouddhas, pour purifier les suprêmes corps formels de tous les Bouddhas, pour voir le très pur corps absolu de tous les Bouddhas, pour connaître l'immense corps de sagesse de tous les Bouddhas, pour amender les pratiques de tous les Bodhisattvas, pour illuminer les recueillements de tous les Bodhisattvas, pour m'établir dans les formules de mémoire de tous les Bodhisattvas, pour éliminer tous les obstacles et voyager dans tous les mondes des divans de l'espace, mais je ne sais pas comment les Bodhisattvas étudient leur conduite, ni comment ils s'exercent sur leur voie, pour être à même d'atteindre l'omniscience. C'est bien, répondit Lotus Bleu. Ah, le post-it, c'est ça, il a pas oublié son petit post-it avec sa phrase, sa catchphrase. J'ai généré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, mais je ne sais pas comment les Bodhisattvas étudient leur conduite. Exactement, il avait le post-it cette fois. Il a oublié la dernière fois, il était tombé pendant son voyage. Je fais mince mon post-it avec sa catchphrase. C'est bien, répondit Lotus Bleu. Il est bon, noble fils, que tu aies pu engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait.
Alors c'est ça, Soudana, enfin, si tu dis Soudana, c'est ton camarade qui te dit mince, j'ai eu que 18 sur 20 alors que toi t'as eu 8, c'est ça? C'est ça, parce qu'en fait, il est déjà ultra avancé, il fait style qu'il connaît pas encore la voie des Bodhisattvas. Là, on est quand même au 21e ami de bien, donc très clairement, il a largement pratiqué, il a largement le niveau. Mais à chaque fois qu'il voit un nouvel ami de bien, eh bien, d'une certaine façon, il se présente de façon très humble en disant bah, je ne connais pas la pratique des Bodhisattvas, je ne suis pas encore assez avancé. Est-ce que vous pourriez m'enseigner comment, du coup, devenir un meilleur Bodhisattva? Et comme vous le voyez, en fait, ici, à chaque fois, hein, les amis de bien sont très heureux du fait qu'il ait pu générer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Et vous voyez, ça, c'est un point qui est extrêmement important, notamment dans ces sutras-là. Le fait de générer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, c'est vraiment un élément crucial de la carrière du Bodhisattva, parce qu'en fait, c'est l'élément qui va du coup le lancer dans sa carrière. Le fait de générer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, c'est vraiment la première étape de la carrière du Bodhisattva. C'est ça qui va le mettre en marche. Et si du coup cet esprit, l'insurpassable éveil authentique et parfait, s'il n'a pas été réellement généré correctement, eh bien du coup le bodhisattva va pas vraiment pouvoir avancer. Et même là, comme on l'a vu, hein, du coup, il faut ensuite continuer à maintenir cet esprit d'éveil via la pratique, via la rencontre d'amis de bien, etc., etc. Mais à chaque fois, du coup, qu'un autre ami de bien le rencontre, en fait, ils sont toujours très contents de voir qu'il a généré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, parce que d'une certaine façon, c'est vraiment la base. Et suivant le point de vue enfin, en extrapolant un peu, hein, mais suivant le point de vue des sutras type Kegon, donc l'Avatamsaka dont fait partie celui-là, en fait, le résultat est d'une certaine façon contenu déjà dans la cause. Donc en générant réellement l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, d'une certaine façon, se trouve déjà inclus dans cet esprit d'éveil le résultat qui est le fait de devenir un Bouddha. Donc même si bien sûr entre les deux, il y a une sorte d'infinité de temps et de pratiques qui les séparent, au niveau de la réalité ou de la dimension absolue, en fait, ces deux étapes ne font qu'un, puisque dans la réalité, dans la dimension absolue, dans la réalité absolue, en fait, il n'y a pas la notion de temps, en fait, s'écrase complètement, et il y a une forme d'imblocance, il n'y a pas de bloquance, donc il y a une imblocance entre les trois temps, le passé, le présent et le futur, qui peuvent tous se ramener sur un seul point. Et donc, ces deux événements temporels qui sont le fait de générer l'esprit d'éveil et le fait de devenir un Bouddha, au niveau de la dimension absolue, peuvent complètement se recouvrir l'un l'autre. Et du coup, bah, c'est comme ça que le voient ses amis de bien, en fait. C'est ça qu'ils voient. Donc, d'une certaine façon, ils voient déjà en Sudana un futur Bouddha de par le simple fait qu'il ait généré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Et comme dit Éponine, c'est un peu comme Shinjin. C'est ça, c'est un peu comme Shinjin, donc ce qu'on appelle le Shinjin, donc ce qu'on pourrait qualifier de la foi dans le Jodo Shinshu, hein, le fait de s'en remettre vraiment d'un cœur sincère au Bouddha Amida, et ensuite en récitant le Nembutsu, il y a un peu cette même idée où du coup la carte du Bodhisattva s'écrase quasiment en un seul point qui est Shinjin, où d'ailleurs, on aura l'occasion d'en discuter hein, les mercredis, euh, pour Shinran, en fait, à partir du moment où on a eu cette expérience de Shinjin, de vraiment s'en remettre au Bouddha, ce qui d'ailleurs pour Shinran remplace, ou en tout cas est l'équivalent de l'esprit d'éveil pour les personnes comme nous qui seraient incapables de le générer par eux-mêmes. Shinran va dire les personnes normales comme nous ne peuvent pas générer l'esprit d'éveil. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, c'est le Bouddha qui va nous donner lui-même l'esprit d'éveil, et il va nous le donner sous cette forme qui est justement Shinjin. Donc, cette fois, le fait de s'en remettre à lui en disant, bah, puisque je ne suis pas capable, je m'en remets à quelque chose de plus fort que moi, qui est le Bouddha Amida. Et donc, en fait, pour Shinran, à partir du moment où on a cette expérience de Shinjin, en fait, on est déjà l'équivalent de Maitreya, le futur Bouddha. Alors, ça ne veut pas dire qu'au niveau euh, maîtrise des enseignements, technique, avancement, etc., on est comme Maitreya, mais d'un point de vue vraiment de l'avancée du Bodhisattva, on est comme Maitreya dans le sens où on n'est plus lié qu'à une seule naissance pour devenir un Bouddha. Comme Maitreya qui est dans le paradis Tushita et qui attend et qui pratique là-haut dans l'attente de pouvoir renaître en tant que Bouddha dans sa prochaine vie, et bien en fait, pour Shinran, à partir du moment où il y a eu cette expérience de Shinjin, on est à ce même niveau que Maitreya et on va pouvoir renaître directement en tant que Bouddha. Mais bien sûr, et j'insiste toujours avec ma blague hein, de Raël Maitreya, nous ne sommes pas Raël Maitreya, hein, nous ne sommes pas le futur Maitreya, c'est juste, et il insiste beaucoup là-dessus, hein, on reste des personnes normales, mais d'un point de vue vraiment de l'étape de la carrière des Bodhisattvas, en fait, on en arrive au même niveau, mais en écrasant d'une certaine façon le temps
grâce à Shinjin et grâce au Bouddha. Voilà, c'est un peu complexe, un peu particulier. On aura l'occasion de revenir sur Shinjin, l'équivalence à Maitreya, etc. Quand on étudiera quand on continuera à étudier justement le recueil de réflexions sur la Terre pure le mercredi. Il faudra qu'on avance encore un petit peu là-dessus parce que je pense pas tout de suite qu'on va avoir cette discussion-là. Sûrement dans le passage sur la réalisation qui viendra, qui est un peu plus loin. Mais voilà, en tout cas, il y a cette idée-là. Salut Inoshishi. Et du coup, voilà, c'est juste, j'avais envie de faire cette petite aparté sur l'esprit d'éveil, sur du coup l'importance de l'esprit d'éveil dans vraiment la carrière du Bodhisattva, et d'autant plus compris sous l'angle de l'Avatamsaka avec cette imbloquance des 3 temps, où du coup, on pourrait insister dessus, au niveau de l'imbloquance des 3 temps, même si en pratique, il y a une différence de temps infinie entre l'esprit d'éveil et le fait de devenir un Bouddha, au niveau vraiment de la réalité absolue et de l'imbloquance des 3 temps, en fait, ces 2 événements ne sont en réalité quasiment qu'un seul, et ils peuvent vraiment se coller temporellement, enfin, d'une certaine façon, au niveau de la dimension absolue. Voilà. C'est un peu compliqué, mais voilà, j'avais envie d'en parler parce que je trouve ça assez intéressant. Et donc Lotus Bleu, hein, lui disait, hein, le parfumeur Lotus Bleu, il disait, il est bon, noble fils, que tu aies pu engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Pour ma part, je me suis spécialisé dans les fragrances et je connais une méthode pour concocter tous les parfums. Donc là, vous lui dites, d'accord, tu fais genre tu vas vendre tes parfums 1 million. Tu vends des parfums et tout. Et donc, effectivement, là, vous allez voir, en fait, les parfums que lui, il fait, ce sont des parfums qui sont un petit peu particuliers. C'est des items de RPG, hein, ce qu'il fait, lui, concrètement. C'est pas les parfums que vous allez acheter à Sephora, quoi. C'est des items de RPG. Donc, il dit, hein, je peux concocter tous les parfums. Bien sûr, des parfums proprement dits, hein, qu'on retrouve à Sephora, des encens, des onguents et des poudres aromatiques. Je sais aussi d'où proviennent les fragrances souveraines, les parfums des dieux, des nagas, des yakshas, des gandharvas, des ashuras, des garudas, des kinara, des mahoragas, et tous les parfums dont usent les êtres humains et non humains. Donc c'est ça, sa connaissance ne se limite pas que aux parfums du monde des humains, mais également aux parfums qu'on retrouve dans toutes les différentes classes d'êtres slash monstres qu'on va retrouver du coup dans ces sutras, hein, les fameux Gandharvas, les Nagas, les Yakshas, etc. Je connais aussi les arômes qui guérissent toutes les maladies, ceux qui éliminent tous les maux, ceux qui provoquent la joie, ceux qui accroissent les afflictions et ceux qui les suppriment. De même que les parfums qui provoquent le désir et l'attachement à l'endroit des composés, ceux qui détachent et éloignent des composés, ceux qui chassent l'arrogance et le goût de l'excès, ceux qui provoquent l'esprit d'éveil et l'évocation du Bouddha, ceux qui permettent de comprendre les enseignements et de les réaliser, les fragrances dont jouissent les êtres sublimes, les odeurs qui distinguent chaque bodhisattva et les senteurs qui s'élèvent sur les différentes terres des bodhisattvas. Et de tous ces parfums, je connais parfaitement les caractéristiques, la fabrication, l'apparence, l'affinage, la fixation, l'usage, les applications, les propriétés, la fonction et le principe. Donc là aussi, ce qui est intéressant avec ce bodhisattva, hein, c'est que pour rappel, normalement, dans les règles monastiques, eh bien, les moines n'ont pas le droit d'utiliser de parfum. Parce que bien sûr, les moines, leur but, hein, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils se rasent le crâne notamment, ils portent des robes qui sont normalement aussi des tissus recyclés, etc., c'est qu'en fait, eh bien, ils ne doivent pas générer eux-mêmes de désir pour les autres, mais ils doivent essayer au maximum d'éviter d'être l'objet de désir d'autres personnes, parce que du coup, après, ça rend les choses compliquées. Donc, eh bien, pour éviter ça, pas de cheveux, et puis notamment pas de parfum, parce qu'effectivement, le parfum fait partie on va dire des atouts, des éléments de séduction que les gens peuvent utiliser, hein, d'une certaine façon. Donc, traditionnellement, dans les règles du Vinaya, eh bien, les moines n'ont pas le droit de se parfumer. Et là, on a du coup l'exemple totalement inverse d'un bodhisattva dont c'est le métier. Le métier, c'est d'être parfumeur. Et vous voyez, en fait, dès le début, il va ici insister sur le fait que lui, il est capable de générer des parfums qui ont des effets spéciaux, hein, comme je disais, des parfums de RPG, hein, qui peuvent du coup guérir les maladies, hein, c'est une potion de soin, concrètement. Mais il va aussi dire, bien sûr, qu'il connaît, même s'il ne les fabrique pas, il connaît les parfums qui, eux, vont générer de l'attachement à l'endroit des composés, justement. Donc les parfums, on va dire plus sous le sens classique du terme, les parfums qui vont attirer en disant « Oh, cette personne, elle sent bon, c'est attirant ». Donc lui, justement, c'est pas ça qui va générer en tant que parfum, c'est autre chose.
Et Pony qui dit d'ailleurs, dans le canon Pali, hein, il y a plein de moines qui sont dits tellement beaux que même en moine, les gens sont attirés par eux. Effectivement. Donc, ils ont profité pour attirer les gens, leur prêcher le dharma. C'est une technique. C'est une technique. Ou il y en a d'autres, effectivement, hein, qui vont des fois se mutiler un peu, genre se couper une oreille ou ce genre de choses pour essayer d'être moins attirant, par exemple. Il y avait les deux. Il y avait les deux techniques. Il y avait les deux techniques. Donc voilà, lui, en tout cas, il va générer des parfums assez spécifiques qui vont être bénéfiques pour le parcours spirituel. Et là, on voit d'une certaine façon un peu l'opposition qu'on retrouve entre les parfums vraiment à proprement dit, type parfum de Sephora, et l'encens, où justement l'un va avoir vraiment, va être lié, ou en tout cas va avoir une visée liée à l'attachement au sens, l'attachement aux êtres, etc., la séduction. Et de l'autre, on a on va dire l'encens, qui est vraiment lié à un côté purement spirituel, qui vraiment, quand on sent de l'encens, en tout cas moi c'est mon cas, hein, quand je sens de l'encens, ça me met tout de suite dans un mood beaucoup plus spirituel, que ce soit dans une église ou dans un temple. Voilà, l'encens, ça génère tout de suite quelque chose au niveau spirituel. Donc c'est là, tout ça pour dire que les parfums au sens large, parce que là du coup le parfumeur, lui, il fait les deux, hein, il est capable de faire le deux types de parfums, eh bien, il peut y avoir du positif comme du négatif. Donc clairement, il ne faut pas rejeter les deux complètement, parce qu'effectivement, il y a un usage des senteurs, on va dire, hein, pour parler peut-être au sens plus large, un usage des senteurs qui a un intérêt au niveau vraiment spirituel, qui vous met dans un état d'esprit spécifique. Donc ça, on aura l'occasion d'en discuter, on pourra parler un petit peu d'encens après, c'est sympa l'encens. Voilà. Et donc, il va un peu nous parler, hein, des différents parfums qu'il est capable de concocter. Il nous dit, chez les hommes, nobles fils, il existe un encens du nom de trésor des éléphants que les nagas produisent lorsqu'ils se battent. Ok. Il suffit d'en faire brûler une boulette pour que s'élève un grand nuage parfumé qui recouvre la capitale du royaume et d'où pendant 7 jours tombe une pluie suave et fine qui procure aux êtres qu'elle touche la couleur de l'or. De même qu'aux vêtements et aux bâtiments sur lesquels elle tombe. C'est une sorte de pierre philosophale en encens, pas mal. Que le vent pousse ce parfum dans les salles du palais, et tous ceux qui le sentent sont emportés par la joie pendant 7 jours et 7 nuits. Heureux de corps et d'esprit, ils ne peuvent pas être malades. Ils ne s'agressent plus les uns les autres, et toute peine, toute souffrance les quitte. Ils ignorent la peur, la confusion et la colère, toutes de mutuelle bienveillance, leur pensée est toute pure. Connaissant leur état, je leur enseigne alors le dharma jusqu'à ce qu'ils décident d'engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil, authentique et parfait. Donc ça, c'est un peu ce qu'il nous dit aussi ici, hein, c'est qu'en fait, à nouveau, il va utiliser cet encens d'une certaine façon pour attirer les gens, pour les mettre dans un bon état d'esprit, pour pouvoir derrière ensuite leur enseigner le dharma. Et je pense qu'en pratique, c'est un peu ce qui se passe aussi pour nous, hein. Quand on rentre dans un temple où il y a déjà effectivement l'aspect visuel qui est extrêmement important, hein, on rentre dans un environnement qui est beau, un environnement qui est sacré, il peut y avoir éventuellement des chants, ce genre de choses, et qu'en plus de ça intervient le sens olfactif, où là, d'un coup, on sent une bonne odeur d'encens qui est là, et bien soudainement, je pense, hein, soudainement, on est plus enclin à écouter un message spirituel à ce moment-là, parce qu'en fait, notre état d'esprit tend, en fait, tous nos sens, d'une certaine façon, vont tendre vers ce côté spirituel. Il y a nos oreilles qui vont entendre les chants, nos yeux qui vont voir la beauté du temple, et notre nez qui va sentir l'odeur de l'encens. Et ces trois éléments combinés, eh bien, du coup, je pense que ça nous met d'une certaine façon, ça nous rend réceptifs à l'apprentissage spirituel. Et donc là, c'est avec l'exemple un petit peu exagéré des nagas et de leur encens, pour moi, c'est un peu ce qu'il veut dire ici, hein, le parfumeur. C'est ce qui se passe en fait dans la vraie vie quand on ressent de l'encens et qu'on est attiré par ça. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote par rapport à ça, un coup, je me baladais au Fushimi Inari, donc, qui est un sanctuaire shinto qui est très très connu sur un peu l'extérieur de Kyoto, où en fait c'est un chemin dans la montagne où on passe à travers plein de torii. Donc c'est un sanctuaire shinto, donc de base il n'y a pas vraiment d'encens là-dedans. Et donc on se baladait avec Sophie dans ce sanctuaire, hein, la montée prend pas mal de temps. Et en fait, à un moment, j'étais un peu sorti du chemin normal, et là d'un coup je commence à sentir une odeur d'encens. Et en fait, en suivant cette odeur d'encens, je suis tombé sur une petite statue de Fudomyo qui avait, je sais pas ce qu'elle foutait là parce qu'on était dans un sanctuaire shinto, même si effectivement à l'époque un sanctuaire shinto étant bouddhiste était très lié. Mais en tout cas, quelque part, il y avait une petite statuette de Fudomyo et quelqu'un avait allumé de l'encens en signe de respect pour cette statue. Et en fait, c'est ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que
l'encens, quand je l'ai senti, ça m'a tout de suite ramené au bouddhisme. Et en suivant cet encens, je suis tombé sur cette statue bouddhiste qui était complètement perdue au milieu du sanctuaire. Et voilà, l'encens m'a guidé jusqu'à la statue. Et c'est là où je me suis vraiment dit, ah, c'est vrai que l'encens a vraiment un certain pouvoir quand on l'a associé vraiment au côté spirituel, quand on l'a associé au bouddhisme. Le simple fait de sentir cet encens va nous ramener directement à ça et va nous mettre dans un bon état d'esprit. Donc là, il va continuer à vous parler un petit peu de différents encens qu'il fabrique. Noble fils, les monts Malaya. Est-ce qu'on a des infos? Non, pas particulièrement. Ah si, les monts Malaya qui se trouvent au Malakota des Pandya, tout au sud du continent indien, abondent en santal blanc. D'accord, c'est du santal blanc. Voilà. Donc, noble fils, les monts Malaya produisent un parfum de santal du nom de tête de bœuf, dont il suffit de s'enduire pour ne pas succomber aux flammes, même au fond d'un fossé ardent. Donc, comme vous voyez ici, hein, le parfumeur, il ne fait pas que des encens, il fait aussi ce qu'on pourrait appeler des crèmes, des onguents, qui permettent aussi de protéger les gens. Donc, il fait les deux. Hein. Il fait les deux. L'océan fournit un onguent du nom d'invincible qui, appliqué sur une peau de tambour ou d'une conque, fait reculer et se disperser toute armée ennemie dès lors qu'on joue de ce tambour ou souffle dans cette conque. Je dis, il génère des items de RPG, le gars. C'est un item magique. Tu le mets sur un tambour. Tu mets de la crème sur ton tambour. Tu tapes sur le tambour et t'as toutes les armées qui se dispersent. Ah, Eponine qui dit on a un chant pour l'offrande de l'encens dans mon temple, excellent. On le chante à chaque cérémonie après que les nonnes aient allumé l'encens. Je pourrais partager cette traduction sur Discord. Alors, très volontiers, ouais. Très, très volontiers. Parce que je pense que ce sera une bonne occasion de montrer vraiment l'importance, justement, qu'a l'encens dans ces cérémonies et ce que ça représente. Très bonne idée, franchement, avec plaisir. Ouais. Avec plaisir, j'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'il y a effectivement un Discord de cette petite chaîne Twitch où on poste plein de choses relatives au bouddhisme, on peut poser des questions, il y a toute l'équipe, parce qu'on est beaucoup à étudier le bouddhisme dedans, qui est là aussi pour répondre aux différentes questions des personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre, c'est très très sympathique. Au bord du lac Anavatapta pousse l'aloès Kalambak, dont la résine fournit l'encens appelé trésor de lotus. Il suffit de faire brûler une boulette de cet encens, de la taille d'un grain de sésame, pour produire une brume qui se répand sur toute l'île du Jamboisier. Ouais, ça se répand sur tout le continent. Tu brûles une graine de sésame et c'est le bordel. Tous ceux qui la sentent se trouvent affranchis de leurs actes négatifs et purifiés en matière de discipline. Aruna est le nom d'un parfum originaire de l'Himalaya. Ceux qui le sentent décident de renoncer à tous leurs attachements impurs. Je leur enseigne alors le dharma, et tous, sans exception, atteignent un recueillement qui dissipe leur souillure. Dans le monde des Rakshasa, noble fils, il y a un parfum du nom de trésor de l'océan, dont l'usage est réservé aux souverains cosmiques. La fumée qui s'échappe d'une seule boulette de ce parfum a le pouvoir de projeter dans les airs un roi et les 4 corps de son armée. Là, c'est vraiment un pur item de RPG, quoi. tu jettes la boulette par terre, t'as la fumée qui s'élève, et là, t'as le roi et toute son armée qui fait ah, il part dans les airs, il fait oui, et il retombe. Enfin, je suis pas sûr qu'il retombe en fait. En tout cas, ils partent en l'air, ça les envoie dans les airs. Dans les ciels de la bonne loi, il y a un parfum du nom de pur ornement. Qu'on en brûle une simple boulette, et la fumée qui s'en dégagera inspirera à tous les dieux d'évoquer le Bouddha. Donc là, pareil, c'est un peu cette même idée pour moi de l'encens, où le simple fait de sentir l'encens, ça nous ramène au Bouddha. Ben là, c'est ce qu'ils nous disent ici, du coup, dans le ciel de la bonne loi, avec cet encens-là, en fait, le simple fait d'en sentir, et bien soudainement, on pense au Bouddha, et on a envie de rendre hommage au Bouddha, on invoque le Bouddha, ça inspire même aux dieux de le faire. Et ça, je pense que c'est un peu ce qui se passe aussi avec simplement de l'encens classique. Il n'y a pas besoin forcément d'aller récupérer l'encens du ciel de la bonne loi. Des fois, juste un encens un peu classique, ça peut faire le même effet quand on l'a associé à ça. Et je pense aussi, je pense que d'un côté, avec l'encens, je me suis posé la question, en fait. Je pense que l'encens lui-même, ça doit faire quelque chose au niveau du cerveau, parce que c'est quand même surprenant que quasiment toutes les traditions religieuses aient un lien avec l'encens.
que ce soit même le christianisme, que ce soit le bouddhisme, etc., etc. Donc, il doit y avoir quelque chose au niveau de l'encens, ça doit faire quelque chose au niveau du cerveau quand même. Et après, il y a aussi le fait d'avoir associé l'odeur de l'encens à un état d'esprit particulier. Quand on a associé l'odeur de l'encens, effectivement, à la pratique du bouddhisme, au recueillement, à l'hommage au Bouddha, au fait vraiment de prendre un instant privilégié devant son Butsudan pour méditer, pour réfléchir, etc. Mais du coup, effectivement, derrière, comme c'est un peu la technique du chien de Pavlov, hein, à partir du moment où on a associé cette odeur à cet état d'esprit, eh bien, le simple fait de ressentir cette odeur va vous ramener à cet état d'esprit. Ça marche très très bien. J'ai une anecdote qui a un peu rien à voir, mais qui illustre bien ce type de conditionnement. Je sais plus si j'en avais déjà parlé, à une époque, j'avais un rituel. Quand je rentrais du taf, à l'époque où je bossais encore en Suisse, quand je rentrais du taf, j'avais acheté des petites canettes de coca, genre des toutes petites, là, vraiment les micro-canettes de coca. Et en fait, quand je rentrais du taf, mauvaise habitude, hein, mais je buvais une petite canette de coca. Et vraiment, c'était le moment où genre je rentrais du boulot, j'étais je me détends, petite canette de coca. Et en fait, j'en étais arrivé à un stade où un jour, je me suis retrouvé en réunion au boulot et il y avait quelqu'un qui avait ramené du coca parce qu'il y avait un pot de départ ou une petite fête, un truc comme ça, il restait du coca. Du coup, je me suis servi un petit verre de coca avant d'aller à la réunion. Donc j'étais à la réunion, un truc un peu sérieux, un peu compliqué. Et là, je bois du coca et d'un coup, mon corps, il a fait. Il s'est détendu d'un coup. Et j'étais waouh. Et là, je me suis dit, c'est incroyable. En fait, à force de faire ça, mon cerveau et mon corps ont associé le coca à la détente, mais vraiment net, quoi. Et du coup, je me dis, bon, après, je me suis un peu calmé parce que boire un petit coca tous les jours, c'est une très mauvaise idée, bien sûr. Mais en tout cas, c'est impressionnant vraiment à quel point notre esprit et notre corps peuvent fonctionner rapidement avec ce type de conditionnement, en fait. C'est-à-dire, c'est un peu la même idée qu'avec la clope, hein. Je vois Fortfall qui en parle, hein. Avec la clope, c'est un peu la même idée, c'est que tu associes la clope au moment détente, au moment où tu coupes le boulot, au moment où tu rentres chez toi, etc. Et du coup, bah, la clope, en plus du côté addictif et ce qui se trouve déjà dedans comme aspect chimique, il y a un aspect aussi d'habitude, génération vraiment type chien de Pavlov, hein, vraiment le coup classique, hein, où du coup tu vas associer ça à ces moments de détente. Et donc l'encens, je pense, a aussi ce même effet, cette même technique, hein. À force de brûler de l'encens dans des conditions où on se dit, bah voilà, je me mets devant mon Butsudan, où je suis dans un temple, je suis dans un état d'esprit ouvert par rapport à ce qui est spirituel, par rapport à la méditation, etc., la commémoration du Bouddha. Et bah du coup, effectivement, le simple fait d'allumer de l'encens, eh bien, ça nous ramène directement à ça. Cette simple odeur va nous ramener directement à ça. Voilà. Et je regarde, on ne peut pas voir l'encens, pourtant on le perçoit. Peut-être que c'est pour rendre accessible à nos sens l'invisible. C'est possible. Puis le fait aussi, je crois qu'il y a une idée par rapport à la fumée de l'encens qui monte et qui du coup s'élève justement vers les Bouddhas, les Bodhisattvas. Effectivement, ouais. Et Fortwell qui disait du coup ça, hein, j'ai arrêté de fumer grâce à l'encens. Genre au lieu de m'allumer une clope, je m'allume un bâton. Bah non, mais c'est une bonne technique, hein. Franchement, c'est une bonne technique parce que d'un côté, t'as le geste qui est là, t'allumes ton petit bâton d'encens, et puis c'est sûr que c'est bien meilleur pour la santé, quoi. Ça, c'est certain. Et je sais qu'il existe plein de types d'encens, hein. Je sais qu'il existe aussi des encens, par exemple, pour ceux qui sont gênés justement par l'aspect fumé. Je crois qu'il existe des encens qui ne font quasiment pas de fumée. Il y a l'odeur, mais ils ne font quasiment pas de fumée. J'ai jamais testé, je sais pas ce que ça donne, mais je sais que, en tout cas, je sais que ça existe, ouais. Ouais. Les sujets de Suyama possèdent un encens du nom de Pur Trésor, dont la fumée attire les dieux Yama au palais royal où ils écoutent le Dharma tous ensemble. Donc là, pareil, hein, ça les ramène à l'étude du bouddhisme. Les dieux satisfaits, j'aime bien leur nom, les dieux satisfaits. Vous êtes quoi? Oh, je suis un dieu, mais je suis plutôt satisfait. Je suis un dieu satisfait. Je suis bien, je suis tranquille. Les dieux satisfaits détiennent un encens du nom de Saindava, dont il suffit de faire brûler une boulette devant un bodhisattva qui en est à sa dernière existence pour produire un immense nuage parfumé qui comble la dimension absolue et dont tombent tous les objets d'offrande permettant d'honorer tous les Bouddhas et tous les bodhisattvas. L'encens lui-même étant d'ailleurs un des éléments importants qu'on peut offrir au Bouddha, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans les cérémonies en général quand on brûle de l'encens, hein. Bien sûr, on le brûle. En fait, on le brûle d'abord pour le Bouddha, hein, c'est une offrande au Bouddha, et ensuite, bien sûr, bah, toute l'assemblée qui est là en profite, ce qui est pas mal du coup, hein, c'est combo. Mais il y a effectivement cette idée-là d'offrande est très importante par rapport à l'encens, bien sûr. Les dieux qui aiment les magies ont un encens appelé fascination, dont un seul grain peut produire pendant 7 jours une pluie chargée de tous les ornements possibles. Et donc il continue, hein, si moi-même, noble fils, je ne connais que l'art de concocter tous les parfums, les bodhisattvas grands êtres,
se tiennent très loin de la puanteur de toutes les propensions karmiques négatives. Les désirs profanes ne les souillent pas. Ils ont à jamais aboli les douloureuses afflictions en tranchant les lassos et les mailles de tous les démons. Par-delà les destinées du devenir, ils se parent des parfums de la sagesse, de la connaissance. Au sein même du monde, aucun attachement ne les souille. Ils ont accompli dans sa plénitude la discipline du sans-attachement. Ayant purifié la sagesse du sans-attachement, ils pratiquent dans la sphère du sans-attachement. Et où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, ils n'ont pas le moindre attachement. L'égalité de leur esprit n'a ainsi ni attache ni support. Vous avez vu ici, hein, il insiste beaucoup, bien sûr, sur le champ lexical de l'odeur, de la puanteur, etc., parce que c'est son domaine d'expertise. Donc il reste là-dedans, même dans sa description des autres bodhisattvas, il s'éloigne de la puanteur, de tout ce qui va être les propensions karmiques négatives, et au contraire, ils vont du coup, ils disent, ils se parent des parfums de la sagesse, de la connaissance. Et donc il dit bien sûr, hein, alors moi, comment pourrais-je connaître leurs pratiques merveilleuses, enseigner leurs mérites, manifester la pureté de leur discipline, montrer leurs activités où rien ne fait défaut, ou encore discourir sur les activités immaculées de leur corps, de leurs paroles et de leur esprit. Plus au sud, noble fils, il y a une grande ville appelée Maison Haute, où vit un capitaine du nom de Vaillant. Oh, le fameux capitaine Vaillant, c'était lui, on l'a déjà vu. Rends-toi auprès de lui et demande-lui comment les bodhisattvas étudient leurs pratiques et comment ils s'exercent sur leur voie. Le jeune Sudana prosterna alors sa tête sous les pieds du marchand de parfums avant de le circumambuler d'innombrables fois en le couvrant de regards admiratifs. Puis il prit congé de lui et il s'en fut. Donc voilà, ça c'est le parfumeur Lotus Bleu. Ce qui est assez intéressant et assez différent des autres, c'est qu'en fait, comme vous voyez, le parfumeur Lotus Bleu, il fait pas forcément de super tours de magie de fou de Bodhisattva. Genre, il fait pas apparaître une infinité de Bouddhas dans son propre corps. Il fait pas voyager Sudana dans des tripes hallucinatoires de fou. Euh, il fait des parfums. Il fait des parfums, il fait des encens, il fait des onguents. Mais en fait, c'est ces parfums, encens et onguents qui ont eux-mêmes leur pouvoir pour insister vraiment du coup sur l'importance de ces éléments-là, mine de rien, dans, on va dire, l'environnement bouddhiste. Et puis, comme je disais au début, hein, du coup, faire aussi un peu un pied de nez au Theravada, au fait que du coup, les parfums seraient forcément négatifs. Là, du coup, il le voit, le parfumeur Lotus Bleu insiste sur le fait que non, il faut pas tout mettre dans le même panier. Il y a des parfums qui, entre guillemets, sont négatifs dans le sens où ils créent de l'attachement, mais il y a aussi l'attachement au corps, attachement aux autres, etc. Mais il y a aussi d'autres parfums qui, au contraire, ont un effet spirituel qui est tout à fait bénéfique. Donc il ne faut pas tout dégager. C'est un peu la même idée que la musique, par exemple, hein, dont on avait déjà un petit peu parlé, où effectivement, pareil, traditionnellement, dans le Theravada et dans les règles monastiques, eh bien, les moines n'ont pas le droit de faire de la musique, ils n'ont même pas le droit normalement d'assister à des concerts, mais ça a très très vite changé avec le Mahayana, où dans le Mahayana, la musique a une importance, que ce soit la simple rythmique des tambours, ou vraiment de la musique plus poussée et des chants pendant les rituels, où là c'est pareil en fait, ils ont compris que la musique, tout comme avec le parfumeur, l'encens et les parfums, la musique eh bien, peut être utilisée d'une façon positive ou négative, elle peut générer de l'attachement, et en même temps, à l'inverse, elle peut aussi être un moteur d'élévation spirituelle, peut mettre dans une ambiance où on va être plus apte à se recueillir, etc., etc. Chose que la plupart, pareil, des traditions religieuses ont comprise, hein. On retrouve les chants grégoriens, ou, enfin, dans quasiment toutes les traditions, il y a des rituels chantés. C'est pas pour rien, en fait. C'est que la musique et le chant, en plus d'être une activité souvent de groupe, donc qui va permettre de souder le groupe dans une activité commune, qui crée elle-même une ambiance particulière au niveau spirituel, eh bien, il y a aussi le fait que tout simplement, une belle chanson, quelque chose d'agréable à l'oreille, eh bien, nous met dans un mood où on est plus apte à écouter derrière les enseignements. Donc voilà, c'est pareil, c'est un peu la même idée. Ça montre aussi les évolutions, hein, vraiment du Theravada qui était très strict par rapport à ce genre de choses, et son évolution vers le Mahayana qui a finalement dit ouais, il faut pas non plus tout rejeter comme ça en bloc. Il faut peut-être regarder ce qui est réellement à jeter et ce qui est à garder. Et du coup, encens, je peux vous montrer peut-être ce que j'ai comme encens actuellement, ce que j'utilise. Je vais aller vous chercher ça.
Alors j'ai pas mal j'ai pas mal de boîtes d'encens différents parce qu'en fait, on m'en a offert pas mal. C'est surtout les différents moines Jodo Shinshu, bon, ce que j'ai pu rencontrer dernièrement, soit qui sont venus à la maison, soit que j'ai croisé, notamment quand j'étais allé aux États-Unis, j'étais allé voir leur temple. En fait, du coup, c'est un peu un cadeau classique de moine, en fait. Quand tu entre moines, bah, qu'est-ce que tu t'offres? Bah, de l'encens, quoi. Soit ça, soit par exemple des kessa comme ça, hein, par exemple, ou des nenju. C'est un peu typique le genre de cadeau que tu te fais entre moines. Et l'encens, c'est un peu le truc, c'est pas très chiant à transporter, notamment quand tu es en voyage, hein, tu as tes boîtes d'encens. Donc, du coup, j'ai pas mal de boîtes d'encens différentes, mais en vrai, elles sont, je crois, toutes de la même marque qui est Nihon Kodo. Donc, Nihon Kodo, qui font des encens un peu à tous les prix, mais ils sont tous relativement quali. Un que beaucoup de gens utilisent, c'est celui qui s'appelle alors là, c'est écrit en japonais, mais c'est voilà, c'est là, c'est écrit en anglais ici. Le Mainichiko, l'encens ce qui veut dire littéralement l'encens de tous les jours, hein, Mainichiko, l'encens de tous les jours, qui du coup vaut vraiment pas très cher et qui sent plutôt bon, qui est plutôt ok. Je sais pas pourquoi j'en ai deux versions différentes d'ailleurs, donc on m'a offert les deux. Et voilà. Et ils ont vraiment plein de parfums différents. Et ils vendent pas forcément que des grosses boîtes comme ça. Alors je fais une pub pour Nihon Kodo, hein. Non sponsor bien sûr, hein. C'est juste parce que c'est ceux que j'utilise, ils sont bien et pas forcément très chers. Ils les vendent, je vous montre ça, ils les vendent en petites boîtes aussi. Ils les vendent en petites boîtes de 20 sticks, ce qui vous permet notamment voilà, de les tester pour voir un peu si ça vous va. Moi, c'est ce que je vous conseille si vous êtes intéressé si vous cherchez un peu de l'encens. Je vous conseille de prendre plusieurs petites boîtes de 20 sticks différentes avec des parfums qui ont l'air de vous intéresser. Par exemple, celui-là, c'est du bois de santal, par exemple, qui est très sympa. Et puis, comme ça, vous testez. Et puis, ben, une fois que vous savez lequel vous plaît le plus, eh bien, vous pouvez acheter après des boîtes plus grosses qui contiennent, je sais même pas exactement combien il y en a là-dedans, mais il y en a un paquet, hein. C'est des grosses boîtes d'encens. Le temps d'en bouffer une, même si vous brûlez un bâton ou deux par jour, vous avez de quoi tenir un bail, quoi. Donc voilà, moi c'est vrai que je les prends globalement là, sauf cas particulier, c'est quand je suis à Kyoto, où à Kyoto, effectivement, il y a moyen d'acheter des encens qui sont voilà, encore un peu plus quali que ceux-là, qui sont aussi un petit peu plus chers. Il y a notamment des boutiques. Il y a une boutique en face du Nishihonganji à Kyoto qui vend que de l'encens. Et ils ont vraiment des encens typiques qu'on sent dans les temples, en fait, hein. C'est vraiment l'encens classique de temple. C'est vraiment pas mal. Alors, ah tiens, Eponine qui a une question sur les kessa. Je vais y répondre. Et je finis juste avec l'encens. Alors, ce que vous pouvez aussi retrouver assez souvent dans les temples, hein, c'est de l'encens pas en stick. Alors, c'est sûr que pour nous, l'encens en stick, c'est le plus pratique. Mais dans les temples, on retrouve souvent de l'encens plutôt en poudre. Donc, vous allez un peu comme le principe de la chicha, hein, vous avez un morceau de charbon qui brûle. Et puis, vous allez mettre en fait de l'encens en stick dessus. En stick, pardon, l'encens en poudre dessus. Et ça gaspille moins d'une certaine façon parce que vous en mettez vraiment la bonne quantité. À Forfal qui dit j'utilise la même marque. Franchement, ils sont bien, hein. Mais ils ont vraiment énormément de choix différents, donc il faut faire gaffe. Ils ont beaucoup de parfums. Il y en a qui sont très forts en termes d'odeur. Voilà. Moi, à un moment, j'avais acheté genre 4 ou 5 petites boîtes comme ça différentes et j'alternais tous les jours. Et puis comme ça me permettait de voir un peu ceux auxquels j'accroche. Le choco qu'on met sur du charbon miam, c'est ça, c'est ça. Donc ouais, dans les temples, ça se fait beaucoup comme ça, ouais. Et donc, Eponine qui dit, d'ailleurs, je me posais une question sur les kessa. Est-ce qu'il y a une étiquette dans le Jodo Shinshu pour les kessa? Est-ce que tu les mets selon tes envies ou est-ce que certains sont réservés pour certaines occasions? Alors, les kessa, alors, je suis pas non plus un spécialiste, que je suis encore en train de me former sur justement tout ça. Ça fait partie des éléments que je suis censé apprendre pour le niveau du dessus, hein, pour ma fameuse cérémonie d'avril. En fait, il existe déjà différents types de kessa dans le Jodo Shinshu. Celui que j'ai sur moi, enfin le type que j'ai sur moi et avec lesquels vous me voyez sur chaque live, j'en ai plusieurs de différentes couleurs. Là, c'est vraiment le kessa le moins formel. C'est-à-dire que pour les cérémonies importantes et les cérémonies officielles, surtout si on fait partie des officiants, eh bien, normalement, on n'est pas censé avoir ce type de kessa. Alors aux US, des fois, ils s'embêtent pas trop, hein, par rapport à ça, mais vraiment, on va dire que pour les cérémonies normales, genre les cérémonies qu'ils font tous les dimanches aux US, ils utilisent le kessa standard. Mais sinon, eh bien, il existe des vrais kessa
beaucoup plus complexes, où là, c'est vraiment une pièce de tissu qui part comme ça sur le côté et qui descend, qui valent en général très cher parce que c'est des beaux tissus. Et là, c'est les kessas qu'on va mettre vraiment pour les vraies cérémonies officielles, où ça partirait vraiment, ce serait considéré comme trop informel. Mais voilà, dans le cadre là, typiquement d'enseignement, c'est pas surprenant de mettre ça. Après, euh, quand j'ai acheté les kessas, par exemple, il y avait un élément qui était assez important, qui a été le sujet de pas mal de discussions. En fait, mon cas était un peu bizarre. Donc, enfin, mon cas, et d'ailleurs le cas de l'Américain qui était avec moi, était un petit peu bizarre parce que donc on a eu notre cérémonie pour devenir moine. Et en fait, juste après la cérémonie, on avait rendez-vous avec le big boss de la branche Otani. Donc, vraiment, le gars qui est à la tête de cette branche. C'est un descendant de Shinran, hein. La plupart des moines n'ont pas de contact direct avec lui, mais nous, comme on était étrangers, c'était assez particulier. Il avait envie de nous rencontrer. Et aussi parce que son fils, qui du coup sera le prochain boss de la branche Otani, son fils, c'est lui qui est responsable de la partie internationale. Et son fils, d'ailleurs, est balèze parce il a été élevé au Brésil. Il parle donc, portugais brésilien, anglais et japonais. Donc quelqu'un qui est plutôt pratique, du coup, il a les compétences plutôt pas mal pour être chef du côté international, quoi. Donc son fils avait envie aussi de nous rencontrer, donc il y avait le big boss et son fils qui étaient là. Et donc, pour cette occasion, nous, on n'avait pas le droit de porter encore des vrais kessas complexes, et puis là, c'était vraiment une réunion. Mais justement, il y a eu une grosse discussion sur qu'est-ce qu'on a le droit de mettre ou pas comme kessa, même comme ça, hein, même les versions informelles. Et typiquement, ils nous ont dit, ils ont eu une discussion, hein, le moine qui m'a accompagné pour acheter justement ma robe de moine et les kessas, et les responsables du magasin qui les vendait, ils ont eu une longue discussion en disant, OK, ils vont rencontrer le big boss, qu'est-ce que vous conseillez en termes de kessa? Parce qu'en fait, comme c'est le big boss, il faut pas donner l'impression que tu es plus haut que lui. Donc il faut éviter les kessas qui vont être trop complexes, trop. Alors celle-là est un peu dorée, mais le motif est simple. Trop justement avec des broderies complexes dessus, des trucs dorés, des broderies dorées complexes et tout. Donc vraiment, ils ont eu une grosse discussion en disant quel kessa serait approprié pour la rencontre avec le big boss. Et ça a pris du temps cette discussion parce qu'il était vraiment dire ouais ça tu penses ça va, ouais ça je sais pas trop. Et c'est vrai que alors moi je le fais là parce que j'en ai un, mais typiquement euh, il serait plus logique que je porte des kessas avec le symbole du Higashi Ongan, enfin de la branche Otani, le mon de la branche Otani. Normalement, idéalement, c'est mieux que je les porte après la cérémonie que j'aurai en avril. Mais bon, on m'en a offert un, j'en ai un, du coup je le mets spécialement quand je parle du Jodo Shinshu parce que pour moi c'est logique. Le mercredi, j'en mets un avec le mon, le kessa bleu. Mais techniquement, je suis pas sûr que j'ai le droit réellement de le porter. Mais bon, je le fais quand même, puis bon, je suis étranger, ça va quoi. Mais ouais, c'est assez complexe, hein. Il y a l'étiquette japonaise, lol, c'est ça, exactement. Faut pas donner l'impression que tu es au-dessus du big boss. Donc il faut porter un kessa qui va être un peu plus sobre que ce que lui va porter, quoi. C'est assez, ouais, c'est assez particulier. Assez particulier. Mais il y a tout en fait une étiquette. Attends, je vais vous montrer ça pour vous expliquer plus en détail cette histoire. Là, j'ai le fameux livre. Le livre justement sur les traditions et les rituels de la branche Otani que je potasse avec un moine justement en ce moment qui est aux US et qui m'explique tout ça. Et en fait, ce livre est globalement incompréhensible si personne ne vous explique ce qui se passe, bien sûr. Mais je voulais vous montrer, il y a voilà, il y a un tableau, pour faire simple. Ce tableau-là que vous voyez, alors c'est pas évident avec la visibilité, hein, mais en fait, ce tableau que vous voyez, c'est toutes les combinaisons de ce que vous avez le droit de porter comme kessa, comme type de robe, comme hakama, et comme nenju, et comme sandales, en fonction de la catégorie on va dire, du côté formel ou pas de la cérémonie que vous êtes en train de faire. Il y a 8 catégories dans le bordel. Il y a 8 catégories différentes, avec à chaque fois quelle combinaison de robes, de kessa, de sandales, de hakama et de type de nenju tu es censé porter. Bien entendu, je ne vais pas apprendre tout ça par cœur, hein, bien sûr. Je vais juste m'y référer
si un jour j'ai besoin de me rappeler ce que je dois faire. Alors, c'est la plupart de ce bouquin, c'est ça, hein, vous n'êtes pas censé le connaître par cœur, mais c'est juste que savoir que ça existe, euh, c'est... Ah, c'est bien pire qu'au judo. Ah ouais, non, je t'assure, c'est terrible. C'est terrible. Parce que ouais, là tu vois, en fait, vous voyez ce que je porte actuellement, c'est vraiment la tenue la moins formelle possible. J'ai ce qu'on appelle le kan-e. Le kan-e, c'est cette robe un peu transparente. Vous voyez, c'est une sorte de robe d'été. C'est vraiment la robe la moins formelle qui soit dans le Jodo Shinshu, avec le nenju normal, donc pas le grand nenju avec 108 billes, donc vraiment juste le nenju, petit nenju, le moins formel, et le kesa, le moins formel, wagesa. Donc du coup, là, je suis vraiment en mode moine touriste. En gros, là, j'ai le moins, le moins, et en plus, je porte même pas de chemise en dessous. Donc là, je suis vraiment sur le moins du moins au niveau formalité, quoi. Je suis dans le tableau que je vous ai montré, hein, sur les 8 classes. Je suis en classe 8 actuellement d'étiquette. C'est la pire. Voilà. La classe 8, c'est ça, hein. C'est voilà, Wagesa, Kane, euh, pas de Hakama. Et puis du coup, ce qu'on appelle un Konenju, donc un petit Nenju. Donc voilà, bon, c'est des détails, hein, mais pour vous montrer la complexité, pour ceux en tout cas qui doivent vraiment suivre cette étiquette, ces rituels, etc., faut s'accrocher quoi. C'est pas évident. C'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de points de détail, etc. Nous, on a l'avantage en tant qu'étranger du fait que, bah déjà, la plupart des rituels complexes, on ne les fait pas à l'étranger parce qu'il n'y a pas forcément soit il n'y a pas assez de monde en termes de moines, soit il n'y a pas forcément d'intérêt d'une certaine façon. Les gens sont trop éloignés de tout ça, ils seraient pas très réceptifs. Donc, ils ont vraiment, au niveau des États-Unis, simplifié les rituels pour garder vraiment que les plus importants et les plus classiques. Donc, du coup, pareil, ils ont simplifié du coup toutes ces histoires de différents types de vêtements, etc. Oui, 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 et Pony, tu as raison, hein. Tu dis d'ailleurs, j'ai remarqué que les nenjus du Shinshu ne sont pas forcément faits pour être portés au quotidien. Tout à fait. On m'a dit que souvent les pratiquants le gardent dans une petite pochette. Exactement. Moi, j'ai une pochette là au-dessus de mon bout de snatch, je le laisse dessus. Mais effectivement, ouais, ils sont pas censés être gardés avec soi au quotidien. Par contre, il existe dans les boutiques de nenju, tu peux acheter des bracelets nenju. Où là, effectivement, c'est vraiment des petits bracelets que tu peux du coup prendre si tu as besoin. Mais à force, ils sont souvent maintenus avec une espèce d'élastique comme ça qui permet de le remettre au poignet, mais au bout d'un moment, ils finissent par se péter. Bon, tous ceux que j'ai eu au bout de quelques mois, l'élastique qui le maintenait finissait par se péter, donc c'est un peu chiant. Mais effectivement, ouais, c'est pas comme les nenjus dans d'autres traditions bouddhistes où effectivement tu es censé les garder par exemple au poignet en permanence. Et du coup, bah, tu es prêt à pouvoir l'utiliser dans le Jodo Shinshu. Tu vas avoir la petite pochette. Après, ta petite pochette et ton nenju, bah, tu peux simplement le garder sur toi. Bah, si tu as une robe de moine, tu peux le cacher, hop, dans la manche. Raté. Normalement, tu es censé pouvoir le garder dans la manche, mais j'ai raté ma manche. Mais sinon, effectivement, bah, si tu as un petit sac avec toi, un petit sac à main ou quelque chose, bah, tu peux le mettre dedans dans sa pochette. Mais oui, effectivement, c'est un peu différent. Parce qu'en fait, ils sont petits, mais en fait, c'est un peu encombrant, mine de rien, parce que si tu les tiens en poignet, ils vont se barrer dès que tu bouges. Et tu peux pas les entortiller autour de ton poignet comme certains nenjus dans d'autres traditions, quoi. Voilà. Nice, nice.